En manchette aujourd'hui, longue période de questions à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 2 février. On débute par un petit survol du conseil municipal tenu hier soir à Saint-Ignace de Loyola. La période des questions a même été plus longue que l'Assemblée proprement dite, donc mardi soir. Le principal sujet ayant retenu l'attention n'était pas à l'ordre du jour même. Lors de cette période de questions, il a été surtout question, c'est le cas de le dire, du projet de construction d'un centre communautaire. À l'origine de ce dossier, ce projet qui inclut aussi la démolition de l'église de la communauté se chiffrait aux alentours de 3 millions de dollars. Aujourd'hui, on parle maintenant de plus de 6 millions de dollars. La municipalité compte cependant aller chercher plus de 3 millions de dollars en subventions, notamment du gouvernement du Québec. Écoutons un extrait de cette séance des élus diffusée via la plateforme Zoom. Le maire Jean-Luc Barthe et un citoyen, M. Daniel Laforêt, échangent à ce sujet. Il est surtout question du stationnement qui n'est pas prévu au coût présentement fixé pour le centre communautaire. On écoute une partie de cet échange. Est-ce que dans le budget, le stationnement est inclus? Non, M. Laforêt, le stationnement n'est pas inclus. Il va coûter combien, le stationnement? Écoutez, rendu là, on va le faire évaluer avant. Je ne peux pas vous dire combien. On veut se faire une opinion. Comment qu'on fait? Mais écoutez, le règlement, le stationnement, si on le fait qu'après, ça va tout balayer qu'en 2023, peut-être avancer. Là, on va avoir un ingénieur qui nous dise combien ça coûterait de faire le stationnement. Là, ben, si on est les prix, ben, le conseil va avoir une décision à prendre, on va regarder d'où ce qu'on est capable d'aller chercher l'argent dans notre budget sans que ça ait un impact. Ouais. Mais ça se trouve pas être un petit peu... c'est pas broche à foin, non? Non? Non, moi, je trouve que... ben, moi, ça m'évite de payer, parce que vous appelez ça de la broche à foin, mais moi, j'appelle ça agir chaud pour sauver au moins entre 15 et 20 000 d'archéologie. Parce que si je suis obligé de... Ben oui, mais c'est ça, M. Laforêt. Prévoir les coûts. Ben oui, mais on va les prévoir les coûts. Mais si on arrive au chemin, moi, je ne peux pas vous dire comment ça va coûter le stationnement. Je ne suis pas ingénieur. Puis je ne sais pas comment est-ce que l'asphalte se vend, je ne sais pas comment la roche se vend, je ne sais pas comment qu'il faut creuser combien, j'ai aucune idée. Puis moi non plus, je ne sais pas, mais je pourrais vous faire confiance pour emprunter près de 7 millions, M. le maire. C'est ça qui m'inquiète. Pour emprunter quoi? Et là, ben, ça va être octobre avec notre argent, puis aller payer le stationnement avec la vôtre. Mais là, c'est sûr, certain que ça va être l'argent. C'est comme je vous ai dit, rendu là, on va regarder si on est capable de prendre l'argent dans le budget pour le faire. On va le faire. Ou bien non, on va essayer d'aller chercher des subventions de ce qu'on va être capable d'aller en chercher. C'est donc pas clair, M. le maire. Ben, si c'est pas clair pour vous, moi je pense que c'est clair pour le conseil, en tout cas. Ah, c'est clair. Puis, Si monsieur, c'est clair, est-ce que je peux poser des questions au conseil? C'est clair. M. Laforêt, je voudrais spécifier une chose, je voudrais éclaircir une chose. Parce que la dernière dimanche, vous avez mentionné, parce que moi je ne l'ai pas entendu parce que j'avais de la misère, vous avez mentionné encore des idées de grandeur du maire. Ça, vous l'avez dit, parce qu'il y en a qui vous ont entendu. Moi, je veux répliquer parce que l'idée de grandeur du maire, quand on a commencé le projet en 2020, moi, j'ai emmené 2 projets. On répare l'église ou on arrête la terre puis on le fait un jour. Mais le conseil ici, là, le conseil qui était là en 2020, là, ils ont été unanimes à dire on jette l'église à terre puis on le construit en 2. Donc, 2 960 000. oui, mais qu'est-ce que vous voulez vous dire? Oui, c'est comme partout ailleurs. C'est aller à Saint-Anne, ils ont commencé probablement qu'un projet de 1,5 million, il a coûté 4,5 millions. Mais ça, moi, la pandémie, là, je ne l'ai pas vu venir. Hein?
Les dépassements de coûts. Bien, c'est pas des dépassements de coûts. Tous les matériaux qui ont augmenté. La pandémie, ils ont fait doubler puis presque tripler les matériaux. Ça, on n'était pas au l'affût, on n'a pas voulu dire ça. La seule chose qui serait intéressante, M. le maire, c'est que vous refassiez votre référendum en posant la question, est-ce que vous êtes d'accord à dépenser 7 millions? Donc 3 millions par le gouvernement et 4 millions par les paroissiens de Saint-Ignace, parce qu'on a appris que c'est les payeurs de taxes et non les citoyens. C'est tous les citoyens qui ont le droit de vote, et pas juste les payeurs de taxes, c'est ça? Non. C'est tous ceux qui sont admissibles à voter. Ouais. Comme les élections, M. Laforêt. Comme je l'ai dit M. Laforêt, là, avant de dire que je vais aller en chose, voyons, les personnes avec les personnes habiles à voter, avant d'aller là, je vais attendre d'ouvrir les enveloppes pour voir qu'est-ce que ça va être quoi, des soumissions, combien ça va sortir. Bien, écoute, ça va être sorti, bien là, le Conseil va avoir une décision à prendre. Oui, mais alors, tes chiffres? Bien oui, on va les avoir parce que les appels d'offres, mais c'est sorti. Vous coûtez combien? Excusez, vous coûtez combien? Écoutez, je peux pas. Ça fait 100 fois que je vous le dis que je peux pas. Je suis pas ingénieur. Ben non, vous Ben oui, ben. mais nous non plus. Ah, ben oui, mais. Ben écoute. Tu sais, M. Laforêt, là, on va faire la vidange des étangs 1 et 2, là. On n'a pas le choix. La municipalité dévoilera donc les soumissions en lien avec ce projet de centre communautaire le 16 mars prochain. Le maire Barthes croit que la plus basse soumission sera moindre que les estimés soumis au conseil par la firme d'architectes embauchés. Bref, les vrais coûts, on pourrait dire entre guillemets, là, donc, seront prochainement connus. Toujours à Saint-Ignace, c'est confirmé cet été, au moins un cadet ou des cadets policiers circuleront dans les rues de la municipalité. On écoute le maire Jean-Luc Barthes résumer ce dossier. 9 cadets de la Sûreté du Québec 2022. Comme vous savez, à tous les ans, ça fait quand même 2-3 ans qu'on a. On a des cadets de la Sûreté du Québec et cette année aussi, la MRC elle a demandé 8 cadets. Puis ici, à Saint-Ignace, on est 5 municipalités qu'on va se partager 2 cadets à raison de 25 chaque. Je me semble que c'est 5 municipalités qu'on a. Là, ici, on marque 4, mais ça se peut qu'on soit 5. Mais si on est 5, on va payer 20 de la facture. Et si on est 4, on va payer 25 puis le montant, c'est sur 10 000 mais dans le fond, le cadet coûte 20 000 la Sûreté du Québec en absorbe 10 000 puis les municipalités absorbent l'autre 10 000 Voilà donc pour les cadets policiers. On parle maintenant de reconstruction du CHSLD par Filia Ferland et Saint-Eusèbe en maison des aînés. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre de Lanaudière, Caroline Proulx, annoncent qu'une nouvelle maison des aînés sera construite dans la région de Lanaudière. Cette nouvelle installation, qui sera située sur le terrain du centre hospitalier de Lanaudière à Saint-Charles-Borromée, permettra de relocaliser les résidents des centres d'hébergement et de soins de longue durée, le CHSLD Saint-Eusèbe et Parfila Ferland, tous deux donc vétustes. Ce site permettra d'offrir à 288 résidents un milieu de vie à dimension humaine constitué de 24 unités climatisées de 12 places chacune et comportant des chambres individuelles avec toilettes, douches et douches adaptées pour chaque résident. Ce nouveau type d'hébergement rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. De plus, l'environnement de la maison des aînés facilitera l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion. Cette transformation sera aussi bénéfique pour le personnel qui travaille dans ce milieu, selon le gouvernement, et contribuera d'ailleurs à l'attractivité et à la rétention du personnel. Notre députée, donc Mme Proulx, va... Oui, 2 petites secondes. On va retrouver le bon texte. On parle évidemment qu'un tel projet, Mme Proulx mentionne qu'un tel projet démontre que le gouvernement fait des choix cohérents pour que nos aînés aient accès à un milieu de vie de qualité, de mentionner Caroline Proulx, qui est bien sûr ministre du Tourisme
et ministre responsable de la région de Lanaudière. Bon, on parle maintenant de la réforme attendue, des réformes attendues. On parle de dernière chance pour les réformes qu'on attend du gouvernement. Et c'est le chantier de l'économie sociale qui mentionne ou sollicite le gouvernement à agir. La dernière entrée parlementaire à Québec avant les élections générales d'octobre prochain doit être celle des résultats sur des dossiers prioritaires de l'économie sociale pour le chantier de l'économie sociale qu'on appelle le chantier. Le compte à rebours vers le scrutin de l'automne est enclenché. Nous pressons le gouvernement de livrer la marchandise alors que plusieurs réformes sont attendues et que les difficultés sont nombreuses pour nos collectivités. Il pourra compter sur nous pour que l'on change de logique économique afin d'améliorer les soins offerts à nos aînés, d'offrir des logements abordables et de qualité, de mieux valoriser nos matières résiduelles dans une perspective d'économie circulaire, d'aménager notre territoire de manière durable, bref, de construire des milieux de vie dynamiques et inclusifs à travers le Québec, a expliqué Laurent Lévesque, le président du conseil d'administration du chantier. Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé plusieurs réflexions auxquelles le chantier a participé, qui touchent des secteurs de l'économie sociale. Les conclusions de ces initiatives devront être dévoilées le plus tôt possible, notamment la stratégie gouvernementale en matière de marché public, la stratégie de développement économique local et régional du Québec, le plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat et la première politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. La récente publication des projets de règlement sur la consigne et la collecte sélective doit aussi être l'occasion de faire des pas supplémentaires dans la valorisation de l'approche des entreprises d'économie sociale en faveur d'une hiérarchie des 3 RV et d'une gestion plus efficace de nos matières résiduelles. L'économie sociale est depuis longtemps un levier de développement économique et social. Le gouvernement a l'occasion de mettre ces entreprises à profit en intégrant des critères sociaux et environnementaux à ses contrats publics. Il a la même occasion en priorisant l'entrepreneuriat collectif dans ses projets de développement locaux et régionaux. Nous sommes à la veille d'une petite révolution en économie sociale, pour autant que l'État lui donne la dernière petite poussée dont elle a besoin, ajoute Béatrice Alain, directrice générale du chantier. Un budget pour changer la logique économique, eh bien, cette session parlementaire sera aussi un bon moment pour le gouvernement de déposer son dernier budget avant les élections. Le chantier souhaite donc y voir des mesures structurantes pour changer la logique économique. La création de valeur doit être mise au-dessus des profits de l'organisation. On cite maintenant, comme toute entreprise, les entreprises collectives doivent pouvoir compter sur un environnement économique qui permet la croissance de leurs activités. C'est la raison pour laquelle nous pressons le gouvernement de finir au plus vite le branchement à Internet haute vitesse dans toutes les régions, solutionner les problèmes de main-d'œuvre et s'attaquer aux pressions inflationnistes. Mais plus largement, il faut changer la logique économique, intégrer les coûts environnementaux et sociaux dans chacun des choix du gouvernement. Avec cette grille de lecture, l'économie sociale pourra compter sur des conditions favorables et changer d'échelle, conclut Mme Alain. Sur ce, on passe maintenant, donnez-moi 2 petits instants, petit problème technique. Oui, bon, et voilà. Sur ce, on passe à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants
c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 2 février, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Lise Pépin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 2 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant de la MRC de Dautrey. Un appui de 45 000 $ pour les promoteurs d'initiatives culturelles est annoncé. Inspirés par leur nouvelle politique culturelle, les élus du conseil de la MRC de Dautrey ont lancé un appel de projet culturel permettant aux promoteurs d'espérer un soutien financier allant jusqu'à 7 500 $. En 2021, le conseil de la MRC s'est engagé à contribuer à la relance du milieu culturel qui est affecté par la pandémie de la COVID-19. La majoration de 50 000 $ du Fonds Culture et Patrimoine pour 2022 fait donc partie de leur engagement. Ce printemps, une somme de 45 000 $ sera à la portée des artistes, artisans et organismes du territoire de la MRC, alors que 20 000 $ sera accordé lors d'un second appel de projet prévu à l'automne prochain. Les personnes intéressées ont jusqu'à mardi 15 mars 16 h pour soumettre un dossier de candidature. Ça doit être fait par, évidemment, si on veut, le guide d'attribution pour savoir de quoi il en retourne. C'est accessible à www.culturepatrimoineautrey.ca. Au même endroit se retrouve le formulaire d'inscription devant être rempli. Il est recommandé de s'inspirer des axes, orientations et objectifs de la nouvelle politique culturelle de la MRC. Les candidatures sont reçues par courrier électronique à l'adresse suivante culture@mrcautrey.qc.ca. L'objet du courriel doit être identifié par la mention « Appel de projet culturel ». Parmi les initiatives appuyées par le passé, notons des expositions de différentes formes de spectacles, des ateliers d'apprentissage de savoir-faire traditionnel, des ateliers de création pour la clientèle jeunesse, ainsi que des projets de documentation et de valorisation des patrimoines d'Autrey. L'agente de développement culturel de la MRC est disponible pour donner des conseils pour la rédaction des demandes. Elle peut être jointe au téléphone composé le 450-836-7007, le poste 2525, donc si vous voulez la rejoindre. Nouvelle policière maintenant qui vient juste de tomber. La Sûreté du Québec, le poste de Joliette, sous la coordination des drogues niveau 1 de la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la Rive-Nord de Montréal, ont procédé le 1er février dernier à une arrestation et une perquisition en matière de cannabis illicite à Joliette. Un homme de 43 ans a été arrêté et est demeuré détenu pour comparution au palais de justice de Joliette pour la suite des procédures. Il devra faire face à des accusations de trafic de stupéfiants, des infractions en matière de cannabis illicite et en lien avec la loi sur l'impôt et le tabac. Lors de la perquisition dans la résidence de la rue Saint-Antoine à Joliette, les policiers ont saisi plus de 150 grammes de cannabis, plus de 60 grammes de hashish, plus de 13 comprimés de méthamphétamine, 680 $ en argent canadien et 400 cigarettes de contrebande. Cette opération policière est effectuée dans le cadre du programme Accès Cannabis qui a pour mission de diminuer l'accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois. La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps de façon confidentielle à la centrale au 1-800-659-4264. En terminant, un témoignage présenté par Ghislain Dufresne en regard avec la semaine de prévention du suicide. On regarde l'extrait. C'est quoi ton histoire? C'est quoi qui a provoqué tes pensées suicidaires?
Premièrement, je n'ai pas su identifier les signes. Je n'ai pas su du tout ce qui m'arrivait. Il n'y avait rien qui s'est vraiment passé qui a pu déclencher ça, que je pouvais identifier. OK. Pour les premiers 60 ans de ma vie, tout a été parfait, tout a été sur des roulettes. Pendant 40 ans, j'ai été un entrepreneur. J'ai démarré des entreprises. Je me sentais invincible. Et puis tout à coup, graduellement, je me suis mis à m'isoler. Je me suis mis à m'isoler de tout le monde. Je me sentais pas bien avec personne. Je savais pas pourquoi. OK. Je savais pas c'était quoi le déclencheur. Il n'y avait pas un élément déclencheur. Et puis je me suis retrouvé à quitter tout mon monde, laisser ma conjointe pour aucune raison valable, aucune raison apparente. Je me retrouvais isolé dans un appartement, loin de chez elle parce que je voulais pas revenir, de marcher long à large, à noirceur, jour et nuit. Jusqu'à ce que j'en pouvais plus, je voulais en finir. Et puis, avant le moment fatidique, j'ai décidé de l'appeler. Et puis, elle m'a tenu au téléphone. Je ne sais pas comment elle a fait, mais pendant qu'elle me tenait au téléphone, elle a appelé la police. Ils ont défoncé la porte. C'est que j'ai compris après que ça peut arriver à n'importe qui. Parce que ce qui est arrivé, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est un débalancement chimique dans ma tête qui a fait que j'ai subi une dépression massive et sérieuse, profonde, qui m'a amené à vouloir me suicider. Oui. Puis les gens qui voient des gens qui sont en détresse, qui sont en dépression, qui disent « sors-toi-en », c'est un peu comme dire « OK, t'as le cancer, sors-toi-en ». C'est une maladie. C'est une maladie mentale qui est la dépression profonde qui t'amène là. J'ai compris. Puis avec l'aide de spécialistes et des médicaments, j'ai pu, ça a été long, mais j'ai pu m'en sortir. Mais c'était avec l'aide des gens spécialisés, avec les médicaments, puis j'ai pu comprendre. Puis la raison pourquoi je suis là, en fait, c'est que moi, j'ai pas vu les signes. J'ai pas su reconnaître les signes. Ça fait que peut-être qu'en partageant mon histoire, il y a peut-être une ou deux personnes qui vont se reconnaître, puis qui vont... C'est ça qui m'arrive. Ça peut être difficile de se rendre compte qu'on commence à mal aller quand on va pas bien. Avec un peu de recul, ça a été quoi vos premiers signes? Ben moi, j'étais un gars de gang, un gars avec mes chums. Je pouvais inviter mes chums à écouter une game de hockey ou quoi que ce soit. Puis, tranquillement, eux autres m'appelaient, je répondais pas. J'avais besoin de sport, puis je faisais tout se faisait tout seul. À l'épicerie tout seul, ma conjointe travaillait le soir, les fins de semaine, j'étais content. Je répondais pas au téléphone. L'isolation? Oui. OK. Ouais. Je ne parlais plus à personne. J'ai quitté ma conjointe, j'ai loué un camion, j'ai chargé mes affaires, j'ai quitté sans vraiment avoir de raison valable. Et puis, graduellement, je me suis retrouvé dans un appartement à bout de Laval, les rideaux fermés tout le temps. Je dormais 16 heures par jour, puis quand je dormais pas, bien, je marchais de long à large dans l'appartement. Puis c'est comme si je m'étais réveillé tout à coup, puis j'avais réalisé que j'étais rendu là, puis sans savoir comment j'avais fait pour me rendre là. Et puis, j'étais prêt à passer à l'acte. Avec le vécu que vous avez maintenant, si vous vous sentiez en mauvais état, si vous vous sentiez mal comme vous vous sentiez mal à l'époque, est-ce que vous feriez les choses différemment? Oui, moi c'est sûr que je ferais les choses différemment, mais c'est sûr que je suis beaucoup plus outillé que dans le temps. J'ai plus de connaissances, je me suis informé, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans tout ça. Hein. Quand on ne comprend pas qu'est-ce qui arrive, c'est dur à dire, mais je vais régler le problème. On ne peut pas le régler, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Mais c'est sûr que quand là, tu es rendu, OK, avec une bonne compréhension du pourquoi que tu es rendu là, comme aujourd'hui, je le sais pourquoi que je me rends là. Quand ça arrive, ces moments-là que je suis vraiment plus down, là, je me parle, je m'auto-parle, puis je me dis, bien là, comment, là, ça va aller mieux, puis demain, ça va être plus beau, puis aujourd'hui, ça va pas bien, puis demain, ça va aller mieux. J'ai un peu plus de facilité aujourd'hui, mais avant, j'avais pas ces connaissances-là, j'avais pas cette compréhension-là du pourquoi je me sens comme ça. Qu'est-ce que vous vous donneriez comme conseil? Bien, moi, communiquer. Communiquer? Moi c'est mon mot-clé. La communication, c'est vraiment... ça a été mon remède. Ça a été vraiment le remède, la communication, de parler, d'aller chercher de l'aide, d'aller demander à des spécialistes. Comment ça, je suis comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Fait que la première affaire que je me dirais, c'est reste pas tout seul, isole-toi pas, va parler, va voir le monde,
juste dire que ça va pas bien aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé vous faire dire par les gens de votre entourage? Bien, moi, quand j'étais dans ce problème-là, j'aurais aimé que quelqu'un me dise Martin, on est en train de te perdre, là. Où est-ce que tu es rendu? On ne te reconnaît plus. Peut-être qu'une personne, ça n'aurait pas suffi, mais peut-être que 10 amis, 10 personnes dans mon entourage, des militaires ou conjointes ou familles, disent ben là, on est en train de te perdre, tu es rendu là, faut faire quelque chose. Là. Ça m'aurait peut-être brassé les idées puis me remettre sur la traque un petit peu. Ouais, OK. On pourrait peut-être justifier le fait qu'on est là, c'est peut-être que si une personne m'avait dit « Moi, j'ai été à la même place que toi. Moi, je me suis presque suicidé. Et puis, tu me fais penser à moi. » Fait que peut-être que ça aurait aidé. Peut-être qu'une personne qui a vécu ce qu'on vivait à ce moment-là, peut-être que ça aurait... Ce qu'on espère, c'est que c'est ça qu'on va faire, nous autres. C'est que ce qu'on va raconter, puis ce qu'on va dire, peut-être qu'une personne qui va écouter ça au bon moment, qui va dire « Je suis là, je suis mieux d'aller chercher de l'aide. » La chose que j'ai été capable de faire, c'est que j'ai été capable de me raisonner et d'accepter l'aide qu'on m'a offert. C'était long là, de revenir de ça. Là. Mais comme Alain et Martin ont dit, c'est d'accepter l'aide. C'est de dire, OK, là, je suis rendu là, j'avais besoin d'aide, j'ai pas été capable de le chercher moi-même, mais là, elle est là, je vais en profiter, puis je vais écouter ce qu'on me dit, puis je vais faire ce qu'on me suggère de faire. C'est l'acceptation, c'est ça qui est important, à mon avis. Bien, merci beaucoup pour vos témoignages. La météo maintenant. Ce soir, mercredi, faible neige, 1 degré ressenti, -3. Cette nuit, la neige se poursuit, mais c'est peu de neige. On parle de 1 à 3 cm durant la nuit. Encore là, il fera 1 degré ressenti, -3, donc c'est beaucoup plus doux que les dernières journées. Demain, jeudi matin, la faible neige se poursuit. On parle d'1 centimètre environ. Il fera 0. On ressentira à cause un peu du vent, -5. Jeudi, en après-midi, nuageux avec quelques flocons. Encore là, moins de 1 cm. On prévoit -2 au mercure, ressenti -8. Donc, un petit redoux après des journées très, très froides du mois de janvier. Le mois de février commence de façon moins froid, donc plus chaleureux, si on peut dire. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain, la prochaine édition du bulletin de CTRB. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.